Je vais demander à Madame Elodie de nous conduire rapidement dans la programmation, chaque phrase une fois, chaque phrase une fois avant que nous n'allions dans le vif du sujet. Madame Elodie, vous avez la parole. Dieu est généreux. Dieu est abondance sans fin. Dieu est la riche substance omniprésente de l'univers. Dieu, source de prospérité infinie, qui comble tous les besoins, est individualisé en moi la réalité du moi. J'élève mon esprit et mon cœur pour être consciente, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je suis consciente de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis consciente de l'activité constante de cet esprit de Abondance prospérité. généreuse. Je suis consciente de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité. Ma conscience est remplie de À lumière de travers la prise de vérité. conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins est ma source. Ma conscience de la vérité est illimitée et ainsi ma source est illimitée. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de toute en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés. La conscience divine que je suis La conscience divine que je suis. exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être consciente de cette vérité. En conséquence, je suis totalement consciente. En lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. Ma conscience de l'esprit en moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toutes choses nouvelles, de m'élever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaissent sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Lorsque je suis consciente de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accomplie. Je suis maintenant consciente de cette vérité et ai trouvé le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement consciente du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant consciente, je suis maintenant dans le courant. Je garde mon esprit et mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toute chose visible. Je mets ma foi en le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame ma nature divine. Je suis désormais un être divin. Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je suis né pour briller.
Je suis né pour briller et je brille. Je suis né pour gagner et je gagne. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être la meilleure et je suis la meilleure. Je suis né pour être le bonheur et je suis le bonheur. Je suis né pour être la santé et je suis la santé. Je suis énergique, dynamique et efficace. Je suis heureuse et de bonne humeur. Je suis le bonheur. J'ai le meilleur partenaire de vie. J'ai les meilleurs enfants du monde. J'ai le meilleur boulot du monde. J'ai un esprit parfait dans un corps parfait. Je suis un vaisseau de santé. Je me sens bien et très bien. Je suis la santé. Je suis invincible. Je suis puissante. Dieu me protège contre tout et contre tous. Je suis comblée de grâce et d'abondance. L'argent est mon serviteur et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi j'ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent vient à moi tous les jours de toutes parts pour mon bien. Et donc, je voudrais donner la parole à Madame Concepcia pour nous faire lecture de ce qu'elle a avec elle, afin qu'on avance ensemble. Merci. Concepcia, tu as la parole. L'épigénétique. Selon la définition classique, l'épigénétique est l'ensemble des modifications réversibles de l'activité des gènes. Ces modifications sont influencées par l'environnement, le stress, et peuvent être héritées par les cellules ou même les générations futures. Cela nous enseigne que notre environnement a un gros impact sur nos cellules et étant donné que nous sommes un groupement de cellules qui interagissent, notre environnement a du coup un impact non seulement sur notre humeur, nos choix, mais aussi sur comment nos cellules fonctionnent. En 1929, il y a eu un grand crash aux USA qui a abouti à une grande dépression. Mais curieusement, il y a eu un groupe d'enfants dans cette même époque qui a grandi sans jamais savoir qu'il y a eu un événement pareil. Simplement parce qu'en son temps, ils étaient dans une famille où on n'avait pas le temps de regarder le journal télévisé. Ils avaient des parents riches qui vivaient dans un environnement riche qui ne reflétait que de la grandeur. Chers élus, notre environnement définit beaucoup de choses dans notre vie et c'est en cela que nous avons ce proverbe reconnu qui stipule que l'on devient la 5e personne des 4 personnes que l'on côtoie le plus. Fin de lecture. Merci beaucoup à Madame Concepcia de nous avoir fait lecture de cette, je dirais, ce bref paragraphe que nous avons rédigé pour la circonstance. Lorsqu'on parle d'épigénétique, on parle essentiellement de l'influence de l'environnement sur la génétique humaine. C'est vrai que dans les cours de biologie qu'on nous a donnés lorsque nous étions au collège, on nous a parlé essentiellement de comment l'ADN est codé, la réplication de l'ADN, comment l'ARN messager produit les protéines et tout le reste. Mais on ne nous a pas expliqué que l'environnement dans lequel une personne est, les différentes émotions que cette personne-là nourrit en elle peuvent influencer l'expression de ces gènes. Vous allez voir que lorsqu'une personne quitte, par exemple, l'Afrique et va dans un pays froid comme la France ou les États-Unis, son teint commence par changer. Et curieusement, parfois, il arrive que les enfants que cette personne-là fait dans ce pays ont un teint qui diffère complètement du teint héréditaire de sa famille. Pas parce que la femme aurait trompé l'homme, non. Mais simplement parce que l'environnement a eu un effet sur la sécrétion de la mélanine qui amène à avoir ce teint-là que cet enfant a eu. Et l'enfant a hérité de cela. Dans la définition, vous allez voir la partie où on a parlé d'héritage.
Je suis tombé il y a quelques jours sur une vidéo où on parlait de quelque chose qui m'a vraiment interpellé et qui m'a amené à programmer ce sujet-là. C'était quoi le truc? On a dans une cellule de prison, parce que vous savez, les Américains ont l'habitude de faire des études sur des choses parfois même qui semblent totalement anodines pour nous. On a étudié la lignée de 50 prisonniers dans une prison des États-Unis. Et ce qui est frappant dans l'étude, c'est que les 50 prisonniers remontent à 4 générations en arrière au même arrière-arrière-grand-père. Et en traçant l'historique, puisque chez eux, dès que tu es né, tu as un numéro de sécurité sociale qui fait que dès qu'on tape le numéro de sécurité sociale dans la base de données, on peut remonter à tous les événements, toutes les choses que tu as eu à faire, si tu as eu à commettre un crime, tout ça, c'est dans leur record. Donc, on s'est rendu compte que ce monsieur, qui est leur arrière-arrière-arrière-grand-père de la 4e génération, était justement un vagabond, un monsieur qui violait les filles dans son quartier. Et donc, on s'est rendu aussi compte que ce monsieur, il a eu 17 enfants de 15 mamans différentes. Et que ces enfants-là, chaque maman est allée entretenir son enfant, c'est-à-dire loin du papa. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Puisque les mamans ont été connues dans des conditions de prostitution pratiquement, et qu'ils ont eu les enfants là, ces enfants sont nés dans des quartiers, je dirais, populaires. Et donc, les enfants ont grandi en étant eux aussi des criminels. Et on s'est rendu compte que dans sa lignée, il y a eu des dizaines de meurtriers. Dans sa lignée, il y a eu des dizaines de dealers de drogue. Dans sa lignée, il y a eu des dizaines de violeurs de petites filles. Dans sa lignée, il n'y a eu que des enfants bizarres qui ont eu un parcours bizarre. Et on se rend compte que les 50 personnes-là qu'on a étudiées, on remonte et on voit qu'ils ont une personne en commun à la 4e génération en arrière qui avait un mode de vie et un environnement qui l'amenait à faire un certain nombre de choses. Les choix que nous faisons aujourd'hui, les choix d'environnement que nous faisons aujourd'hui, les types de personnes que nous décidons de fréquenter aujourd'hui, tout ce que nous décidons de faire aujourd'hui a un impact non seulement sur nous, mais aussi nos enfants peuvent hériter de ce gène-là. Nos enfants, puisque lui, par exemple, c'est juste un héritage qui a continué. Et dans la même logique, ils ont étudié la vie de certains avocats, de certains docteurs, et ainsi de suite. Et on se rend compte que 4 générations en arrière, dans la même période, dans le même, comment on appelle, une période, oui, la même période de temps, on s'est rendu compte que ce monsieur qui était un vagabond, il y avait un autre monsieur qui, lui, voilà, assidu, tout le reste, tout ce que vous voulez, une personne de bonne moralité, qui vivait dans la même période que ce monsieur, dans un environnement différent, avec des personnes différentes, qui faisaient des choses différentes, qui lisaient, qui fait tout, voilà. Et on s'est rendu compte que ce monsieur, en fait, ça dit, quand on a remonté les générations, on s'est rendu compte que ce monsieur qui a engendré ces personnes-là, qui sont aujourd'hui docteurs, avocats, médecins, il y a un même d'entre eux qui a été qui a été vice-président des États-Unis. Je crois que c'était sous George Bush, si je ne me trompe pas. On s'est rendu compte que ce monsieur, à la 4e génération en arrière, était lui aussi un avocat. C'est très important pour chacun de nous de pouvoir faire attention à ce genre de détails-là.
C'est pour ça que j'ai ramené en fait le sujet. Parce que quand j'ai suivi la vidéo, en fait, c'était comme un choc pour moi. Je me suis dit, c'est un truc que nous devons partager. Notre environnement est très, très important dans tout ce que nous faisons. Et vous allez voir, il y a une expérience qu'un monsieur a fait. Il en a fait même une vidéo qu'il avait publiée entre-temps. Bon, je crois que la vidéo date de longtemps. Je vais chercher la vidéo. Si je trouve, je vais peut-être amener ça le vendredi prochain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une fourmi pour qu'on puisse voir un peu l'effet. Il a pris une fourmi, il a mis la fourmi sur un espace et il a tracé avec un feutre noir. Il a tracé un cercle autour de la fourmi. Et à chaque fois, on a remarqué que chaque fois que la fourmi s'approche du cercle, elle recule. Et il a pris un araignée, il a fait le même exercice. Par contre, avec l'araignée, il a serré. Et chaque fois qu'il serre, l'araignée se coince et n'arrive plus à bouger. Cela veut dire quoi? Chaque fois que nous sommes dans un environnement où des gens ont des idées limitantes, vous pouvez penser que non, moi je fais du développement personnel, donc cette personne ne peut pas avoir un impact sur moi. Si vous avez la possibilité de quitter un tel environnement, il ne faut même pas hésiter. Si Jésus-Christ, malgré sa force, malgré tout ce qu'il a, il a dû quitter à un moment donné et est revenu, qui est-ce que nous sommes pour vouloir rester coûte que coûte dans un environnement qui ne nous fait pas du bien? C'est très important que chacun de nous puisse travailler sur ce côté-là, afin que nous puissions éviter à nous-mêmes d'abord d'avoir des résultats qui ne nous plaisent pas, mais aussi à nos enfants d'hériter de ces gènes qui sont le résultat de nos choix. Mais ce qui est bien en fait dans l'épigénétique, c'est que cette influence que l'environnement a sur l'expression des gènes peut se modifier en fait. Ce n'est pas irréversible. Du coup, si aujourd'hui nous sommes quelque part, nous faisons des choses, les gens qui ont transformé le stress en leur, en leur propriété privée là, c'est-à-dire où on dit je stresse comme si c'est quelque chose de c'est quelque chose pour lequel on devrait être joyeux. Vraiment, il faut que nous puissions changer ça. Tu ne peux pas transformer le stress en propriété privée. Ce n'est pas normal. Et autour de toi, quand tu as des personnes qui ont ça, qui font ça tout le temps, il faut soit quitter, mais si tu ne veux pas quitter, si tu ne veux pas quitter pour l'instant, tu dois vraiment doser la programmation. C'est-à-dire, si c'est 3 fois par jour que tu faisais là, il faut augmenter pour pouvoir nettoyer tout ce qui se fait, tout ce que ces personnes-là t'envoient au jour le jour. Donc, c'était le message que j'ai par rapport à ce thème-là aujourd'hui. Si nous avons des questions et des compléments, soit on lève la main ou on ouvre son micro. Merci.